Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir ce matin pour un nouvel épisode des podcasts de Okodo. Ce matin, super nouvelle, on accueille Marc Tellière, GM B2B chez Miracle, un des acteurs clés de l'écosystème des marketplaces. Comment ça va, Marc, ce matin? Pleine forme, pleine forme. Merci beaucoup de me recevoir, Louis. Je suis honoré et très heureux d'être là. Et grand plaisir aussi, c'est le 28 août, c'est ambiance rentrée des classes, on taille les crayons. J'espère que tu as passé un bon été. Moi, j'ai passé un merveilleux été entre les États-Unis et la France et surtout à vibrer pour les Jeux Olympiques. J'ai trouvé que c'était absolument fabuleux. Je suis très très fier et très impressionné bah, parce que l'équipe d'organisation a réussi à faire. C'était très impressionnant et aussi les athlètes français nous ont fait rêver, donc c'était incroyable. Ouais, ça a été au-delà des espérances. Et ce qui est marrant, c'est que pour nous qui sommes respectivement dans des entreprises, on va dire internationales, mais avec un ancrage français quand même à l'origine, on voit chez nos clients, enfin je ne sais pas comment ça a été pour vous, mais nous, on a notre plus gros bureau qui est à Londres, on a des clients un peu partout en Europe. Vous, c'est même une grosse partie US. On a senti l'étonnement chez nos clients positif sur ce Mhm. que finalement les franchises étaient capables de faire et notre capacité à délivrer des gros événements avec un niveau de qualité, et de bienveillance et de positivité qu'on ne connaissait pas forcément. Exactement, exactement. On a découvert qu'on pouvait être positif et bienveillant vers les autres et ça fait du bien. Et aujourd'hui, c'est une date importante parce que c'est le début des Jeux paralympiques. Ouais, Je pense qu'on va vibrer aussi pour ces Jeux paralympiques. ouais, Ouais. exactement. Bon, du coup, on revient sur le monde des places de marché qui nous occupe pas mal au quotidien tous les deux. Marc, tu as une trajectoire incroyable, personnelle et aussi dans cet écosystème où tu travailles chez un des acteurs principaux, le leader mondial. Je me demandais peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et nous retracer ton parcours pour qu'on mesure bien à quel point tu es inséré dans ce monde des places de marché. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc moi, j'ai rejoint Miracle il y a 3 ans et demi. Et auparavant, j'ai passé l'essentiel de ma carrière chez McKinsey, où je travaillais dans la practice industrielle de McKinsey. Donc, je servais des acteurs B2B, à la fois des manufactureurs, des grossistes, principalement sur des problématiques de croissance, donc des problématiques de stratégie commerciale, de go-to-market, de M&A, de pricing, en France et aux États-Unis. Voilà. J'avais travaillé quelques années chez Lenovo aussi, Ouais. à une époque où Lenovo venait de racheter la division PC d'IBM. Donc c'était Hmm. extrêmement intéressant de voir un takeover d'une entreprise. C'était un des premiers rachats d'une entreprise occidentale par une entreprise chinoise et pas des moindres puisque Ouais. c'était une division d'IBM. Donc c'était un choc Ouais, côté. je me souviens encore de l'annonce de ce rachat, c'était incroyable. Donc ça, c'était très très formateur. Et donc j'ai rejoint Miracle en effet en 2021, à une époque où Miracle avait déjà une assise, enfin une footprint auprès de clients B2B qui était assez Hmm. importante, voulait accélérer fortement. Et donc j'ai rejoint Miracle pour diriger l'équipe Customer Success dédiée à nos clients B2B. Et plus généralement pour coordonner et diriger nos efforts de croissance auprès des clients B2B. Donc, je travaille de manière très très proche avec nos équipes commerciales et marketing, avec nos équipes produits, avec nos équipes connect, pour développer notre proposition de valeur auprès de clients B2B. Et le B2B chez Miracle, aujourd'hui, ça représente, allez, on va dire 20 à 25% de l'activité. C'est même plus quand on regarde notre pipeline commercial. On Ça fait a, grosso modo quel pourcentage du pipe, tu dirais? ouais, c'est pas loin d'un tiers du pipe aujourd'hui. Ouais, parce que Euh, c'est fou ça, hein. On a quand même eu longtemps cette espèce d'impression que le B2B, finalement, c'était un peu le poor cousin, c'est le petit pousset de l'e-commerce.
Et là, aujourd'hui, tu me dis, bah, c'est 20-25% de l'activité actuelle. Et si on projette, ça va être un tiers, voire même plus, hein. Ouais, ouais, c'est l'idée, c'est l'idée. Ouais. Ce dont on est très fier, c'est qu'on travaille Mm. avec des... Donc on a à peu près 70 clients Ouais. et on travaille avec de très très grandes entreprises. Mm. On travaille, alors bah, notamment aux États-Unis, on travaille avec des géants comme Cencora, alors qui viennent de changer de nom. Il s'appelait AmerisourceBergen avant, mais c'est le premier grossiste de médicaments aux États-Unis. Ouais. Ils ont 250 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est une fortune. Rien que ça. On travaille avec Cisco, on travaille avec UNFI, qui est le grossiste qui sert Whole Foods, on travaille avec Airbus, on travaille avec Accor, et donc, et ensuite des clients plus petits en termes de chiffre d'affaires, mais qui ont des use cases absolument fabuleux. Je pense à des clients historiques qu'on a comme Rétif, comme Aniel, Ouais. qui ont vraiment des use cases fabuleux. Donc oui, c'est un secteur qui est en perpétuel mouvement, qui a énormément de potentiel. Ensuite, je pense qu'on va le voir aujourd'hui, qu'il y a certaines spécificités qui en fait un secteur passionnant. Ouais, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va vraiment attaquer le prisme. Bon, ben, bien sûr, place de marché, puisque chez Miracle, c'est votre spécialité, mais aussi B2B, et voir ce qui se fait vraiment à l'intersection des deux. Du coup, peut-être première question, Marc, à ton sens, bon, vous avez construit, lancé des dizaines de marketplaces, comme tu le disais. Quels sont finalement les ingrédients essentiels d'une marketplace, d'une place de marché B2B? Et éventuellement, si tu peux donner un peu le contraste par rapport à une place de marché B2C. Qu'est-ce qui fait vraiment la spécificité du B2B? Ouais. Alors bon, déjà, le concept de place de marché, il existe depuis des siècles. Je me souviens, c'est même toi-même qui disais que si tu remontes, je sais pas, au Moyen Âge, tu avais les foires de Ouais, champagne. les foires de champagne, par euh, exemple. Ouais, ouais, ouais. donc ou le souk de Marrakech, c'est une fabuleuse marketplace. Et donc, ça existe depuis des siècles dans le monde physique. Et finalement, une marketplace digitale, c'est une plateforme qui agit comme tiers de confiance et qui met en relation d'un côté des acheteurs et de l'autre des vendeurs. Mm. Et donc, les ingrédients essentiels, c'est d'un côté bah, d'avoir une bonne offre, hein, d'avoir suffisamment de vendeurs et des produits de qualité. C'est d'avoir bah, des acheteurs qui ont confiance dans la plateforme. Et ensuite, bah, au centre, avoir une plateforme qui va proposer une expérience client de qualité, sans couture et qui rassure le client. Alors, Alors ça c'est, je dirais que c'est les fondamentaux. Et sur ce que tu as dit, ça s'applique aussi bien au B2C qu'au professionnel. ouais, exactement, exactement. Ça, c'est Ouais. vraiment la théorie enfin, un peu, enfin, très, très générale. Maintenant, dans le B2B, bon, ensuite, je vais venir à des choses un peu plus spécifiques, mais Hmm. les règles d'or, on va dire, c'est, alors, il y en a une qui peut paraître un peu, enfin, très générique, mais c'est de bien clarifier la vision et en particulier quels sont les objectifs business qu'on cherche à Hmm. remplir. Alors pourquoi? C'est parce que une des différences fondamentales que j'observe entre le B2C et le B2B, c'est que dans le B2C, les plateformes et les marketplaces euh, ont généralement toutes le même objectif, c'est de faire de la croissance. Hein, je sais pas, je vends des vêtements, je veux vendre des chaussures et des sacs à main, mais je veux pas les stocker, je fais une marketplace, c'est pour faire de la croissance. Dans le B2B, ça existe aussi. Il y a beaucoup de clients qui font ça. Je sais pas, je vends des choux et des carottes à des restaurateurs. Je veux leur vendre de la boisson et de l'équipement et du mobilier et je veux pas les stocker. Je fais une marketplace pour faire de la croissance. C'est Et marrant parce que je parlais à une marketplace qui faisait ça là, en début de semaine. voilà. Mais finalement, on a beaucoup de clients Hmm. aussi, beaucoup de clients qui utilisent le concept de marketplace, parfois sans l'appeler marketplace d'ailleurs, pour faire de l'efficience, de la productivité. Donc par exemple, pour connecter leurs propres filiales, on a des clients, nous, qui ont des dizaines de filiales qu'ils n'ont jamais réussi à intégrer. Finalement, ils disent, bah, on va créer une espèce de plateforme interne pour connecter nos filiales. Ils vont l'utiliser pour améliorer leur go-to-market et connecter leurs propres distributeurs
sur la Mm. plateforme et donner de la visibilité sur les stocks de leurs distributeurs. Ils vont l'utiliser pour digitaliser leur business de centrale d'achat. Ouais. Et donc là, ils disent non, non, nous, on n'est pas une marketplace, on est en fait, on va pas faire venir de nouveaux suppliers ou de. Non, non, on va connecter nos fournisseurs existants et ça va nous permettre de gagner en efficience et d'offrir une expérience client plus moderne, plus digitalisée. Donc, cette vision et quels sont les KPI qu'on cherche à optimiser, c'est très très important parce que c'est ça qui va conditionner aussi le ROI qu'on tire de la plateforme. Ensuite, il y a un autre élément qui est là où bon, un consommateur qui va acheter des vêtements ou qui va acheter de l'électronique grand public, ça reste un consommateur. Dans le B2B, en Ouais. anglais, it all starts from your buyers. Les acheteurs, il y a un éventail d'acheteurs qui est beaucoup plus vaste et ça va aller du prosumer, donc l'artisan qui est avec sa Ou- camionnette et qui a Ouais, l'auto-entrepreneur presque. voilà, jusqu'à des entreprises du secteur public Mm. ou de très grandes entreprises qui peuvent acheter sur des marketplaces, qui achètent sur des marketplaces. Mais c'est très important de comprendre quels sont leurs besoins, comment ils achètent, ce qu'ils achètent, quels sont les outils à travers lesquels ils achètent. C'est ça qui va déterminer, par exemple, si on doit s'intégrer dans des outils de e-procurement, dans des outils Ouais. de e-ordering. Les méthodes de paiement vont être très différentes. Mm. Voilà. Et ensuite, bon, il y a plein de choses dont on peut parler, mais sur l'aspect expérience client, il y a toute une série de spécificités dans le B2B, notamment en ce qui concerne le paiement. Hein. Il y a des entreprises B2B qui payent avec une carte bleue, mais c'est, je sais pas, 20-25% peut-être des transactions. Donc, les clients ont beaucoup plus tendance à payer sur facture, à Mm. échéance. Et donc, ça engendre beaucoup de questions. La question de l'invoice, de la facturation est absolument fondamentale. Donc voilà, sinon, il y a d'autres spécificités dans le B2B. La question de ce que j'appelle la discoverabilité des Ouais. produits est très importante puisque dans le B2B, on a tendance à avoir moins de trafic, mais un trafic plus qualifié, donc avec une meilleure conversion. Et les entreprises B2B, les acheteurs B2B ont tendance à davantage utiliser le search que de naviguer sur un site en regardant les Mm. images. Donc, ils vont rentrer un mot-clé, voire même rentrer directement la référence du produit. Donc ça implique d'avoir une qualité de search très importante, d'avoir du coup du contenu très riche, d'avoir une page produit qui est très riche. Ça implique de bien maîtriser, d'intégrer des formats produits qui peuvent être assez standards dans certaines industries. Je pense à l'ETIM ou l'e-class, par exemple, dans le bâtiment. Ouais, d'ailleurs, je me demandais là-dessus, est-ce que tu vois une différence, vous qui avez une fonctionnalité sur le cataloguing, est-ce que tu vois une différence dans la gestion du catalogue entre B2B et B2C? Moi, ce que j'avais eu comme feedback de quelques marchands B2B, c'est que eux avaient la perception d'avoir un catalogue parfois plus dur à gérer, au sens où il y avait plus de SKUs, où, tu vois, dans le bâtiment, tu peux avoir une poutre qui est déclinée sur différents matériaux, différentes tailles, et une multiplication de références qui ont besoin d'être vraiment extrêmement exactes. Et après ça, se surajouter dessus, on va dire la complexité du pricing où tous les clients n'ont pas accès au même prix en fonction des volumes, t'as pas les mêmes grilles tarifaires. Donc moi j'ai souvent le feedback de marchands ou de places de marché qui me disent qu'en B2B, ils ont l'impression que souvent les outils traditionnels B2C sont pas adaptés pour leur catalogue. Est-ce que ça, c'est un truc qui te Je pense parle qu'ils ou? ont, enfin, oui, ils ont probablement raison. Donc, nous, ce qui nous concerne, on investit beaucoup sur le B2B Mm. pour satisfaire les exigences des clients et des vendeurs B2B. Donc, effectivement, alors sur la gestion de catalogue, il y a un certain nombre de spécificités. Encore une fois, la capacité à digérer des formats produits entre guillemets standards, ça c'est important.
la capacité à gérer, bon bah là quand tu fais référence par exemple à différentes dimensions d'un même produit, donc nous on a un concept qu'on appelle de variante, Ouais. euh, qui peut servir dans le B2C aussi par exemple dans l'habillement, mais qui est très utile dans le B2B. Euh, et alors ensuite, en ce qui concerne le pricing, ça, en effet, c'est une des différences dans le B2B. Alors, nous, on a des clients B2B qui décident d'appliquer exactement le même principe que ce qu'on voit dans les marketplaces retail, à savoir qu'on a un produit, plusieurs vendeurs qui vendent le même produit, et c'est à travers les mécanismes de compétition Ouais. que ça va tirer le prix vers le bas. Et on a plein de clients qui font ça, et ça marche très bien. Hmm. Néanmoins, pour plein de raisons, on a aussi des clients qui disent non mais nous on n'est pas là pour disrupter notre propre chaîne de valeur et on veut plutôt essayer enfin on veut permettre à nos vendeurs de répliquer leur gamme de prix. Donc en termes de pricing, bon déjà nous on a un éventail de possibilités, on fait du volume pricing, donc avec des Ouais. prix dégressifs en fonction des volumes, on peut Ça, avoir des ça en B2B, ouais, on le voit souvent. ah, ça Ouais. c'est assez standard. On propose des cotations, donc qui permettent d'automatiser les demandes de devis. Ouais. Et ensuite, nous, on a beaucoup investi, c'est un gros développement avec des mécanismes, effectivement, où on permet de faire du customer specific pricing, donc qui permet de moduler les prix en fonction de groupes de clients, voire même en fonction de clients. Et donc ça, on a des clients qui utilisent ça en natif. Je pense à un client par exemple comme Coca-Cola Hellenic en Hmm. Italie. Ils utilisent notre fonctionnalité de Customer Specific Pricing et ils ont leur distributeur qui rendent des prix spécifiques par client. Ouais. Super, super clair, Marc. Du coup, clarifier la vision, les KPI, les objectifs business que tu poursuis, des éléments d'expérience client qui sont différents, la discoverabilité des produits, des pricing différenciés. Est-ce que tu vois d'autres, tu vois, dans ton expérience, est-ce que tu as vu, bon, l'expérience de paiement, et on y reviendra parce que c'est un peu notre dada aussi chez Sûr. Okodo. Est-ce que tu vois d'autres choses qui t'ont marqué comme étant tu as vraiment des points d'attention euh, en B2B? Ouais, alors bon, il y a un sujet fondamental en B2B, c'est le sujet de la facture. On en a parlé un Ouais, tout petit peu. ouais, 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 ouais. Si votre ticket, le ticket de caisse, soit on le demande plus, ou bien quand on nous le donne, on le jette à la poubelle Hmm, directement. Évidemment, en B2B, sa facture, on la jette pas à la poubelle, c'est une pièce comptable fondamentale. hmm, Euh, et du coup, ça génère beaucoup de questions, la ouais, facture. C'est qui doit la générer? Est-ce que c'est l'opérateur ou est-ce que c'est le vendeur? Si c'est l'opérateur, est-ce que c'est l'opérateur en son nom, pour le compte du vendeur? Quand est-ce qu'on la déclenche, cette facture? Est-ce que c'est au moment du shipping? Est-ce que c'est à la commande logistique, à la commande commerciale? Euh, Comment est-ce qu'on fait en sorte d'offrir une expérience de facturation euh, qui soit homogène hmm, d'un vendeur à l'autre? Voilà. Et, euh, et ensuite, si jamais l'opérateur décide de générer la facture pour le compte de son vendeur, quelles sont les implications en termes de product liability? Voilà, ouais, donc, nous, on a énormément travaillé sur cette question. On a lancé un modèle qui s'appelle le One Creditor, qui est qui se base sur un modèle d'agent commissionnaire qui permet à l'opérateur de facturer pour le compte de son vendeur. Et donc, bon, ça c'est assez important, notamment quand l'opérateur a des clients importants qui veulent avoir un seul seller of record. Donc ça c'est ouais. très important. Et il y a pas mal d'opérateurs B2B qui font ça, comme Mercateo, comme Amazon Business. Voilà. Donc nous on a maintenant là, je dirais que la plupart de nos clients B2B adoptent ce modèle. Opte pour cette fonctionnalité, ouais, Hein. ouais. Mais certains, enfin, le modèle marketplace continue d'exister aussi. On a certains clients qui finalement apprécient néanmoins la scalabilité, la capacité à scaler qu'offre la marketplace, parce que c'est le modèle qui est Hmm, le plus, qui finalement permet de déléguer le plus de tâches ouais. aux vendeurs. Et on a aussi un modèle que nous on appelle dropship, qui est finalement un modèle d'achat-revente où c'est l'opérateur qui lui bah,
va appliquer ses propres prix. Donc c'est encore une Mm. fois un modèle de marge, quoi. L'opérateur applique une marge et donc by design, c'est lui qui devient le seller of record. Et ça aussi, pour différentes raisons, on a des opérateurs qui choisissent ce modèle. Et une des tendances qu'on voit avec les opérateurs, nos clients qui sont les plus matures, c'est qu'on voit des clients qui adoptent plusieurs modèles en parallèle. Donc ils vont, Ouais. par exemple, de la marketplace et du dropship, du grand creditor et du dropship. Voilà. Là, Ça, tu viens de me donner plein d'idées, Marc, je pense qu'on j'aimerais bien qu'on creuse parce que c'est des questions qui reviennent régulièrement de la part que ce soit des fournisseurs ou des acheteurs, je trouve, sur bon bah merchant of record. Est-ce que ma marketplace doit être merchant of record ou pas? One creditor model, comment ça fonctionne? Quels sont les avantages? Modèle de dropshipping, améliorer le workflow d'une industrie, apporter un software, des outils ou des services complémentaires qui font que, au-delà de la mise en relation de l'intermédiation, il y a de la valeur apportée au client. Je- Si tu veux, après, je te propose on essaye de creuser certains de ouais, ces barbarismes-là et voir s'il n'y a pas des traductions en français aussi. Euh, mais je pense que ça va beaucoup intéresser les auditeurs, puisque finalement, très souvent, on reste un peu à la surface de ces concepts. J'avais un dernier point aussi que je souhaitais voir avec toi sur un peu les spécificités du B2B et voir comment toi tu les appréhendais. Euh, Nous, au quotidien, chez Okodo, un truc sur lequel on achoppe souvent et qui nous frappe, c'est finalement on dit B2B, mais ça recouvre une énorme diversité de use cases, de situations. Tu l'as dit, bah déjà au niveau des clients, tu peux avoir du petit B2B ouais. comme des très très gros donneurs d'ordre. Après ça, je trouve qu'il y a aussi souvent une différence sectorielle qui fait que chaque secteur a sa manière de concevoir. Tu vois, dans certains cas, tu as le cycle de facturation avec les bons de commande, etc., va faire d'une certaine manière. Dans un autre, tu vois, par exemple, je prends l'industrie comment est-ce qu'on dit food and beverage, de l'agroalimentaire. Tu vas souvent avoir le truc de bah, je passe une commande pour 15 kilos de bœuf et au moment où elle arrive, bon bah c'est jamais 15 kilos pile, c'est 14,7 et donc tu as une régularisation du prix de la transaction par rapport à ce qu'on s'était Mm. dit au départ. Dans les services, tu as souvent le problème d'avoir une mise en relation qui se fait pour un service qui est pas forcément très bien défini, une prestation de conseil dont on ne sait pas exactement combien de temps elle va durer, donc le prix il est pas facile à établir au début, mais après ça tu as une composante de gestion des litiges qui peut être plus ou moins grande à l'arrivée avec plus ou moins de refunds selon les secteurs. En tout cas, sur la partie back-office finance, paiement, nous, on ressent énormément cette diversité sectorielle en B2B. Je voulais voir avec toi si sur les autres composants, tu vois, de la place de marché, c'était quelque chose que tu ressentais beaucoup avec un fort besoin de customisation à chaque implémentation, ou si finalement maintenant vous aviez réussi à dégager des grands paradigmes, des grands macro-process qui s'appliquaient à peu près à toutes les industries. Ma première réaction, c'est que toutes les conversations qu'on a avec Mm. des clients ou des prospects démarrent toujours par On nos est business spéciaux. est très différents. My Ouais. business is very specific. Ça, c'est toujours la première phrase. Mm. Alors, c'est vrai, toutes les entreprises sont différentes. Enfin, c'est vrai, mais vous pouvez avoir deux grossistes dans le food and beverage et vous vous dire, ah, non, 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 on est complètement différents de notre concurrent. Donc, il y a une certaine réalité derrière ça, et on va en parler. Mais bon, bah, nous, notre rôle, nous, on est éditeur de logiciels SaaS. Nous, notre rôle, c'est d'identifier les invariants d'un business à l'autre pour faire en sorte, bah, quelque part, de mutualiser les efforts de développement,
qui serait incommensurable si chaque entreprise décidait de développer elle-même un logiciel de plateforme. Donc, il se trouve que en fait, il y a certaines commonalités et les entreprises ont plus en commun qu'elles ne le pensent parfois. Néanmoins, oui, il y a des nuances. La première pour moi qui est très importante, c'est que le canal e-commerce dans le B2B, c'est pas le seul canal qui est utilisé par les acheteurs. Hmm. Dans le B2C, Ouais, si je simplifie, il y a deux canaux. Il y a le canal magasin et il y a le canal e-commerce, avec les nuances après de store to web, web to store, ou hmm. dans le B2B, il y a plein de canaux. Il y a le e-commerce qui croît et qui est de plus en plus important et qui va être de plus en plus important. Mais il y a l'EDI, il y a le e-procurement avec Ouais. plusieurs canaux de e-procurement. Euh, Télésales. il y a les télésales, il y a les field sales, il y a les agents, voilà. Et puis ensuite, il y a plein de systèmes qui vont être spécifiques à chaque industrie. Ouais. Donc dans l'automotive, il y a des shop management systems. Dans la pharma, il y a des pharma management systems. Dans le secteur public en France, vous avez Chorus Pro pour Oui. récupérer des factures. Et donc ça, bon bah ça demande, ça génère des questions qui sont justement spécifiques à l'industrie, voire spécifiques aux clients, d'intégration de la plateforme avec les outils d'e-ordering des acheteurs. Donc ça, pour moi, c'est le truc le plus important. Ensuite, il peut y avoir des spécificités par industrie en termes de format produit. Donc, je pense encore une fois Hmm. à l'e-class ou les teams dans les technologies du bâtiment. Et il peut y avoir des protocoles spécifiques pour transférer l'information. Donc, je sais pas, par exemple, dans l'aérospace, il y a un format, un type de DI qui s'appelle Spec 2000. Dans le bâtiment, vous avez Fab 10 ou BMI 4 pour transmettre des informations produits. Donc ça, effectivement, bah, au fur et à mesure, nous, que Miracle, qu'on s'étend, bah, petit à petit, on essaye d'incorporer ces spécificités. Mais quoi qu'il arrive, bah, nous, notre rôle, c'est d'essayer de mutualiser au maximum des développements, de proposer une plateforme standard, parce que c'est ce qui offre finalement le meilleur ROI à nos clients. Et il y aura toujours une part de spécificité qui va nécessiter pour le client bah, de faire appel à des équipes, à des développeurs ou un intégrateur pour développer des spécificités. Voilà, et ensuite, il peut y avoir quelques autres spécificités. Je pense par exemple dans le secteur industriel, dans tout ce qui est MRO, maintenance, Hmm. repair operations. Euh, Souvent, ce qui est très important, c'est de pouvoir déterminer la compatibilité du produit avec certaines plateformes. Donc, c'est par exemple ce qu'on appelle dans l'automotive le year make model. Voilà, il Ouais. faut Ouais. savoir si telle plaquette de frein, elle s'applique à tel modèle en particulier, ou bien réussir à faire le lien entre une pièce et les pièces précédentes pour gérer l'obsolescence. Donc ça demande à gérer le format produit de manière particulière. Effectivement, dans l'industrie du food and beverage dont tu parlais, il y a certaines spécificités, il y a des mécanismes promotionnels qui Hmm. sont assez spécifiques à l'industrie. Il y a la gestion des consignes, par exemple, qui peut être un workflow un peu particulier. Donc oui, il y a des spécificités, il y a certaines spécificités qui existent par industrie, voire même dans chaque client. Mais encore une fois, je pense que les entreprises ont finalement plus en commun qu'elles ne le pensent. Hmm. C'est super. Enfin, c'est fascinant parce que tu vois, high level, il y a plus en commun, mais plus tu développes ta réponse, plus on se rend compte qu'il y a quand même à chaque fois des Ouais. petites idiosyncrasies propres à chaque Non, industrie. mais c'est important cette question parce que, à mon sens, en fait, je pense que, encore une fois, nous, les plateformes B2B qu'on opère, elles sont là pour certes aider les opérateurs à croître, mais aussi beaucoup à gagner en efficience. Et donc, de la même manière que lorsqu'une entreprise implante un ERP, elle doit adapter une partie de ses process, voire parfois tous ses process au logiciel, mais pour au Hmm. final gagner en robustesse et en efficience, bah, c'est pareil pour une plateforme. Il y a une question qui est
dans quelle mesure est-ce que, il n'y a pas de réponse absolue hein, à cette question, mais dans quelle mesure est-ce que je veux tordre la plateforme pour que la plateforme s'adapte à mes spécificités, ou dans quelle mesure est-ce que je veux faire évoluer ce qui est spécifique chez moi pour le simplifier et l'automatiser. Je donne un exemple très concret, c'est les prix. On parlait des customers spécifiques, du customer spécifique, des prix spécifiques par client. Nous, quand on a lancé cette fonctionnalité, au début, de mémoire, on pouvait avoir jusqu'à 100 prix par offre. Donc, c'est-à-dire Hmm. un produit, sur un produit donné, le vendeur pouvait mettre jusqu'à 100 produits. Et au début, nos clients nous ont dit Jusqu'à 100 prix. jusqu'à 100 prix, pardon. Ouais. Au début, nos clients nous ont dit ah, mais vous comprenez rien au B2B, sans prix, c'est pas du tout assez. Nous, il faut beaucoup plus de prix. Nous, on a des milliers de prix sur chaque produit, etc. Donc, on a augmenté petit à petit. On a fait bosser nos équipes de dev. On est monté à 500 prix par offre. Il me semble, je crois qu'on en est à 1000 et puis on va augmenter petit à petit. Et la réalité, c'est, je crois, le maximum de prix qui soit utilisé sur notre plateforme, ça doit être 55. Ouais. Parce que à un moment, les vendeurs finalement se disent bon, finalement, il vaut mieux que j'harmonise un petit peu ma grille de prix, ça sera plus facile à gérer plutôt que d'avoir des prix avec plein de virgules. Donc, je dis pas que ça doit être la solution pour tout le monde et je suis sûr qu'un jour on aura des clients qui utiliseront 1000 prix voire plus. Mais encore une fois, c'est pour illustrer cette espèce comment dire Ouais, de tension. Ouais. friction Ouais. permanente qu'il y a Ouais. entre l'harmonisation des process et la réplication des spécificités qui existent dans le business offline entre guillemets. Ouais, ouais, et je pense que ça, c'est un point fondamental que tu soulèves. C'est-à-dire que souvent, l'introduction d'une place de marché, c'est un projet finalement qui est pas que un petit truc e-commerce qui se passe dans un coin. C'est une transformation et une digitalisation de l'entreprise. Et à partir de là, une source d'efficience. Et ce serait quand même dommage de réimplémenter, de recoder sur toute ta nouvelle plateforme toute la complexité de l'ancien monde. Ce serait un peu se tirer une balle dans le pied, quoi. Hein. Ouais. C'est- m- ça fait complètement, ça fait énormément de sens. Bon, bah, peut-être qu'il faut arrêter de développer tu sais, des créneaux, de s'arrêter à 500 pour le nombre de slots de pricing par article, par item. Une question que je voulais te poser, et c'est une sur laquelle j'ai pas encore fait ma religion à titre personnel, c'est dans les débuts d'une place de marché, euh, dans quelle mesure tu dois déjà viser euh, des process qui seront déjà, tu sais, taillés pour industrial strength. Donc, par exemple, nous souvent on voit tu sais, des places de marché qui se lancent et qui demandent déjà l'ensemble des fonctionnalités au niveau du paiement, toutes les méthodes de paiement, le paiement à échéance, alors qu'au départ, t'as quand même il faut déjà mettre Ouais. beaucoup de choses en place pour avoir tu sais, la première traction commerciale sur ta place de marché. On voit d'autres acteurs qui commencent plutôt en faisant de l'intermédiation, en laissant le paiement se faire à l'extérieur de la place de marché, où les fournisseurs envoient leurs factures aux acheteurs. Et donc ça fait un truc enfin ça fait quand même toute une partie paiement, finance, back-office dont tu te délestes au départ. Donc bref, quel est le niveau d'ambition à mettre en place dans les premières années Ouais. de la place de marché? Est-ce que tu pars sur un truc, tu vois, peut-être un peu sur étagère avec un Stripe Connect de base en te disant, bon, bah, c'est pas super pour le B2B, mais je ferai un upgrade dans 2 3 ans et au moins, j'ai quelque chose qui est facile à intégrer et qui sera good Mhm. enough pour commencer. Tu vois, Ouais. et là-dessus, je dois dire que même moi, à titre perso, je suis passé par différentes phases sur cette question. Ok, ok. Alors, donc je partage ma perspective.
le débat est ouvert, mais bon, nous, comme beaucoup d'entreprises SaaS, ben, on adopte le concept de MVP Hmm. donc Minimum Viable Product et de Ouais, MVP, Minimum Viable Ecosystem. Donc nous, on préfère lancer rapidement quelque chose de robuste, mais lancer rapidement plutôt que d'attendre 2 ans et demi avant d'avoir la plateforme parfaite. Donc, généralement, ce que ça veut dire, c'est que il faut essayer de ne pas mettre trop de complexité dès le départ. Donc, lancer dans un pays au lieu de lancer dans 5 pays dès le départ. Lancer plutôt avec un segment de clients plutôt que de dire je vais lancer avec à la fois auprès des grandes entreprises, des moyennes et des petites. Une seule méthode de paiement. Je reviendrai à ta question de est-ce hmm. qu'il faut même offrir le paiement dès le départ. Donc, une seule méthode de paiement, ça peut vouloir dire lancer uniquement avec la carte de crédit. Ça peut vouloir dire, à contrario, ne pas lancer la carte de crédit et proposer uniquement le pay on invoice. Nous, on a des Ouais, clients qui se sont lancés là récemment en disant la carte de crédit, on verra ça plus tard. Pour l'instant, le plus important, on a 80% de nos clients qui achètent en payant, qui payent sur facture. Donc, ce qui est très important, c'est de démarrer avec le paiement sur facture. Voilà. Mais donc, euh, il vaut mieux lancer avec une seule méthode de paiement. Et encore une fois, j'y reviendrai. ouais, Nous, ouais, ouais. on insiste beaucoup. Ce qui est très important, à mon sens, c'est bon, d'avoir suffisamment d'offres au départ. Si vous vous lancez avec 2 vendeurs et 200 produits, ça marchera pas. C'est très simple. Hmm. Voilà. Et ensuite d'offrir une expérience client qui soit de qualité, parce qu'encore une fois, une plateforme, ça doit être un tiers de confiance. Donc, qui dit confiant, la confiance, ça se construit, ça s'acquiert. Donc, nous, il y a un set de fonctionnalités sur lesquelles on insiste beaucoup, c'est tout ce qui a trait à l'expérience de delivery. Hmm. Donc, nous, le fait d'afficher la promesse de livraison sur la page produit et au moment du checkout, ça, c'est très important. Et nous, ça, bon, il y a certaines fonctionnalités qui permettent de faire ça, donc calculer le lead time, enfin définir le lead time to ship, le delivery time, mettre en place du mandatory tracking, ça c'est très très important. C'est important en B2C aussi, mais c'est vraiment encore plus Ouais, important en B2B. en B2B, fondamental, ouais. Euh, voilà, en termes de pricing, bon bah au début on recommande plutôt d'utiliser des méthodes de pricing simples. Donc c'est-à-dire généralement pas mettre en place le customer specific pricing dès le départ. Par contre, mettre en place du volume pricing, des minimum order quantity. Mettre en place aussi le montant minimum ou les quantités minimum pour bénéficier du free shipping. Ça, c'est important. Hmm. Le white label invoicing, nous, ça devient. Donc, nous, on offre ça. Enfin, on propose cette fonctionnalité. Et nous, ça nous semble critique en B2B parce que la facture, c'est un objet tellement important. Nous, il y a aussi toute la gestion des retours et des refunds. On essaye généralement de le mettre dès le départ dans le MVP. Parce que pareil, c'est très important. Ça renforce le côté tiers de confiance de la plateforme. Ouais, Maintenant, en ce qui concerne c'est le clair. paiement, en ce qui concerne le paiement, donc, à nouveau, nous, on recommande plutôt au départ de mettre en place une méthode de paiement et pas de se lancer avec 5 méthodes de paiement dès le départ. Par contre, il faut mettre en place un setup, une architecture qui va vous permettre dans le temps d'ajouter des méthodes de paiement. Donc, donc, nous, notre conviction, c'est qu'il faut découpler le pay-in du pay-out. Hmm. Voilà. Et donc, non, si vous vous mettez sur un setup où vous avez de la carte bleue, mais c'est pas possible d'ajouter d'autres méthodes de paiement après, bah forcément vous allez atteindre un plafond de verre. Voilà. Donc non, il vaut mieux lancer simple. C'est comme l'international. Bon bah si vous savez que votre plateforme vous voulez l'internationaliser à terme, il y a un certain nombre de règles à mettre en place pour pouvoir s'internationaliser de manière simple. Si vous savez qu'un jour vous voulez mettre en place du customer specific pricing, bon bah nous on a une fonctionnalité par exemple qu'on appelle customer organization. Bon bah c'est bien du coup de dès le départ dans la plateforme modéliser ces Ouais, customers d'avoir ça dans l'architecture et comme data. ça, Ouais. dans un deuxième temps, on pourra proposer aux sellers de moduler les prix. Voilà. C'est hyper intéressant. C'est aussi comme ça que qu'on le perçoit, nous. Euh, Peut-être pour clarifier, quand tu dis pay-in, c'est le fait de recevoir des paiements par différentes méthodes de règlement. Ça peut être la carte, le mandat CEPA,
le PayPal, et le transfert SEPA. Et le payout, c'est l'action de, une fois que ça c'est arrivé sur un wallet, de dire bah, dans cette commande, en fait, il y avait deux vendeurs et donc il faut que je répartisse la recette entre ces deux vendeurs et qu'au passage, l'opérateur de la place de marché prenne aussi potentiellement sa commission. Donc tu dois splitter ta recette entre trois Ouais. différents destinataires. Et ça, c'est une fonctionnalité que vous offrez chez Miracle, hein? Ouais, ouais, nous, alors, c'est un produit qui s'appelle Miracle Payout, donc qui, comme son nom l'indique, permet de gérer le payout au vendeur. Donc, c'est un compte de cantonnement qui permet à la fois de faire le KYC du vendeur et de générer le paiement auprès des vendeurs. Ouais, ouais, Il y a une question à laquelle j'ai pas répondu tout à l'heure. Tu disais, est-ce que finalement, il faut se lancer dès le départ avec du paiement? Alors, nous, on a parfois des plateformes euh, qui, qui se lancent sans paiement online au ouais. départ. Moi, j'en vois tous les jours, hein, des Voilà. plateformes comme Alors, ça. moi, mon expérience, c'est que c'est le cas de plateformes qui cherchent d'abord à digitaliser une chaîne de valeur existante. Donc, si par exemple vous êtes une plateforme, vous connaissez très bien les acheteurs, vous connaissez très bien les vendeurs, et les acheteurs connaissent déjà très bien les suppliers et vice-versa, euh, finalement, comment dire, le bénéfice d'offrir du paiement sur la plateforme est peut-être moindre au départ. Donc, de toute manière, si le compte fournisseur est déjà créé chez le client, si le compte client est déjà créé chez le fournisseur, vous pouvez au départ, vous n'avez pas forcément au départ à offrir une fonctionnalité de paiement. En revanche, si jamais l'objectif de la plateforme, bah, c'est d'aller augmenter l'offre, pas uniquement de digitaliser un écosystème existant, mais d'aller proposer à vos acheteurs des nouveaux produits, des nouveaux vendeurs auxquels ils n'auraient pas forcément accès, bah, dans ce cas-là, il faut que la plateforme soit le merchant of record. Donc Ouais, ça va dépendre. C'est pour ça que c'est très important, j'en reviens à la vision, c'est très important de clarifier effectivement quelle est la vision. Donc nous, on a des plateformes, par exemple, qui au départ se sont lancées sans paiement et puis qui après ont mis en place du paiement sur la plateforme pour justement faire venir des dizaines ou des centaines de vendeurs tiers et augmenter l'offre. ouais. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un virage qui est important dans la vie d'une place de marché parce que souvent on voit ces dernières années, j'en ai vu beaucoup qui avaient construit leur plateforme en étant bah, sur la digitalisation, l'offre d'un service annexe et le paiement se faisant hors de la plateforme, ça, à terme, ça finissait par causer des gros problèmes de bah, comment je monétise ma plateforme. Finalement, on a quand même beaucoup de bypass, donc de gens qui finissent par nous contourner et ça devient un vrai un vrai virage, un vrai pivot pour la plateforme pour se dire bon bah comment est-ce que je rapatrie tous ces flux dans mon workflow et qu'est-ce que je fais pour rendre ma plateforme suffisamment attractive pour que les gens arrêtent de la Ah oui, oui. contourner. Nous, enfin, on recommande fortement à nos clients de mettre en place des méthodes de paiement dès le départ, enfin une méthode de Ouais, paiement au moins minimum une, ouais. dès le départ. Ensuite, il peut y avoir des cas particuliers où ça n'est pas nécessaire et voilà. Mais bon, non, nous, le standard, c'est quand même plutôt d'offrir du paiement sur la plateforme et ça contribue à l'expérience client, bien sûr. Quand on dit qui dit paiement en B2B, dit aussi paiement différé, Ouais. délai de paiement, crédit commercial, ça, beaucoup de noms. Bon, parfois, on parle même de BNPL. Euh, Quel est ton regard sur... parce que vraiment, moi, j'aime bien différencier d'un côté, on va dire, les méthodes de règlement. Donc, tu vois, ça peut être CB, Ouais. transfert, mandat, CEPA, etc. Et de l'autre,
échéancier de paiement où on peut payer comptant, payer à 30 jours, mettre en place des relevés de compte, etc. Donc, quel est ton regard là-dessus avec le prisme B2B? Bah, mon regard là-dessus, c'est que l'essentiel des transactions dans le B2B, euh, elles sont payées via des credit lines Mm, sur facture à échéance, à 30, 45, 60 jours, ça va dépendre des opérateurs. Donc c'est absolument fondamental d'inclure ça sur sa plateforme. Alors soit dès le départ, soit dans un deuxième temps. mm, Ça, là pour le coup, c'est spécifique en fonction de chaque client. Nous, une des premières choses qu'on fait avec nos clients quand on démarre le design d'une plateforme, c'est on leur dit bon bah regardez tous vos segments de clients, tous vos acheteurs, comment est-ce qu'ils achètent et comment est-ce qu'ils payent. Et quelles sont toutes les méthodes de paiement et quel est le poids de ces méthodes de paiement dans vos transactions. Et si jamais 95% des transactions se font en paiement par échéance et que la carte bleue c'est 5%, bah en fait la carte bleue on verra ça plus tard. ouais, Donc ouais. non, non, c'est sûr que c'est une tendance majeure. La bonne nouvelle c'est qu'il y a des entreprises sérieuses, solides avec des gens talentueux comme Okodo qui sont sur le marché et qui ont grandement facilité la mise en place de ces méthodes de paiement et du Buy Now Pay Later en général. Donc, effectivement, les deux grandes macro-tendances, mais je parle sous tout contrôle parce que c'est toi le spécialiste, bah, c'est de permettre aux acheteurs d'acheter à crédit, quoi, Ouais. 30 ou 45 jours. Donc là, bah, soit en mettant en place une nouvelle ligne de crédit, soit l'opérateur décide d'étendre sa ligne de crédit actuelle, voilà, en passant par un partenaire. Il y en a certains qui le font seuls aussi parce qu'ils ont leurs propres équipes de credit scoring et de recouvrement. Voilà. Et ensuite, il y a le sujet du financement des vendeurs. Donc là aussi, nous, ce qu'on voit, c'est que petit à petit, la capacité à payer le vendeur Plus euh, vite. plus Alors, vite que le moment où l'acheteur paye, ça devient très important, ça devient une norme en fait. Voilà. Alors c'est souvent un changement de paradigme pour les opérateurs qui ont plutôt tendance à essayer de payer leur supplier le plus tard possible. Donc là, comme dans voilà, une marketplace ou une plateforme, les vendeurs sont aussi vos clients, donc ça fait partie de la proposition de valeur de la plateforme que de leur proposer, de leur garantir le paiement et d'accélérer le paiement. Voilà, donc là, nous, on voit des vendeurs, des opérateurs qui décident de financer, entre guillemets, ce BFR de la marketplace sur leur propre balance sheet, voilà, et qui décident d'abonder le compte de cantonnement eux-mêmes voilà, pour avancer les fonds. On en a d'autres qui travaillent avec des banques, comment dire, le bras armé trade finance mm, de banques. Nous, on a plusieurs partenaires dans le monde bancaire. Voilà. Généralement, moi, ma perspective, c'est que au départ, bon, généralement au début, il n'y a pas forcément tout de suite des dizaines de millions de transactions. Donc au début, financer soi-même, ça permet d'aller plus vite. Mais ouais, et c'est dur d'intéresser Goldman Sachs avant d'avoir quelques dizaines de millions. non, pas forcément. Non, 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 pas forcément. C'est pas vrai parce que les grandes banques, elles voient aussi elles voient un intérêt elles essayent en permanence de Oui. détecter les tendances. Donc non, non, nous on travaille avec pas mal de banques de premier plan qui ont des offres. Donc non, non, il y a de plus en plus de banques qui ont des offres spécifiques et qui comprennent bien ce business. Et dans cette espèce de spaghetti où tu as l'opérateur de marketplace, les vendeurs d'un côté, les acheteurs de l'autre, j'aimerais qu'on revienne sur les anglicismes qu'on avait tout à l'heure, et notamment, tu vois, sur les concepts de merchant of record, one creditor model, et qu'on les explique bien en français. Je pense que ce serait bien qu'on revienne au problème fondamental qu'a l'acheteur d'une marketplace en B2B
où il arrive sur la marketplace, fait son achat, il choisit des articles qui viennent de fournisseurs différents sur une marketplace lambda. Du coup, il va se retrouver non pas avec une facture qui correspond à son achat, mais il va se retrouver avec deux factures différentes de chacun des fournisseurs. Ces factures vont être dans des formats complètement différents et donc l'expérience d'achat va être perturbée. Si la marketplace est merchant of record, c'est-à-dire si elle a acheté elle-même les marchandises avant de les revendre, la marketplace s'occupe de la facturation et donne une facture unifiée à l'acheteur. Mais si j'ai bien compris, vous, là, chez Miracle, vous avez mis en place un système intermédiaire entre euh, être merchant of record, acheter les marchandises, les mettre sur son bilan, les porter, etc., et le modèle de pure intermédiation où c'est le fournisseur qui, classiquement, chaque fournisseur fait sa facture, l'envoie à l'acheteur qui se retrouve donc à jongler avec plein de factures, potentiellement des délais de paiement différents sur chaque facture, des limites de crédit différentes auprès de chaque fournisseur. Et vous avez trouvé un système intermédiaire qui permet de combiner les avantages des deux modèles traditionnels. Alors, on a Mais effectivement. peut-être comme ça, c'est ta partie, on va dire, de la chaîne de valeur. Ce serait hyper intéressant que tu le déconstruises un petit peu et que tu permettes à tout le monde Non, mais de effectivement, naviguer ça. nous, on appelle ça des modèles de plateforme. On en a Mm. trois. Il y a le modèle marketplace, Donc ça, c'est euh, pur intermédiaire. voilà, qui est basé sur un modèle légal qu'on appelle d'agent transparent. Ouais. Ensuite, il y a le modèle que nous, on appelle dropship, qui est en fait un modèle d'achat-revente, euh, modèle d'achat-revente. Et ensuite, il y a un modèle, effectivement, qu'on peut qualifier d'intermédiaire, que nous, on appelle le one creditor. Et Euh, donc, juste pour être clair sur le dropship, dans ce cas-là, l'opérateur devient le merchant of ouais, record ouais. et prend Je vais re- possession. ouais, je vais revenir sur les Ah, différentes choses. vas-y, je t'en prie. Il y a donc effectivement un troisième modèle qu'on peut qualifier d'intermédiaire, Ouais. qui se base sur un modèle, une construction légale qui s'appelle modèle d'agent commissionnaire, et que nous, on appelle chez Miracle le One Creditor. Donc, effectivement, on l'a développé, on l'a codé dans la plateforme, mais c'est un produit à part entière. Mais ensuite, il y a plusieurs entreprises, plusieurs plateformes B2B qui adoptent ce modèle, bon, bah, notamment Amazon Business, où il y a Mercateo Unite aussi qui fonctionne sur ce modèle. Donc, les grandes différences, elles ont trait à la fois à celui qui facture, donc qui est le seller of record. Donc, dans le modèle de marketplace, donc agent Mm. transparent, c'est le vendeur qui possède les produits, qui les ship, c'est lui qui définit le prix et c'est lui qui facture. Ouais. Alors, au passage, on peut avoir, nous, ce qu'on appelle des services de white label invoicing pour faire en sorte de standardiser la facture et justement que toutes les factures n'aient pas des formats Ouais. différents. Et ou même dans ce Néanmoins, modèle-là, tu peux mettre un mandat de facturation qui permet voilà. Mais d'harmoniser ça. Ouais. voilà, ça permet d'harmoniser le look and feel, entre guillemets, de la, Oui. de la- de la facture, enfin Ouais. le contenu de la facture. En revanche, c'est bien le vendeur qui émet la facture en son nom. Voilà. Dans le modèle de dropship, là, c'est un modèle où il y a un prix d'achat et un prix de vente. C'est l'opérateur qui fixe le prix, donc il applique une marge. Et c'est lui qui facture du coup en son nom. Donc effectivement, Oui. c'est lui qui est le merchant et le seller of record. Et c'est lui qui possède les produits et donc qui a la product liability. Et ensuite, dans le modèle de One Creditor, là, c'est un modèle où le vendeur, c'est lui qui fixe le prix au client final, d'accord? C'est lui qui publie ses offres, etc. Mais l'opérateur facture le client en son nom pour le compte du vendeur Et s'occupe du recouvrement pour le compte du vendeur. et va s'occuper du recouvrement pour le compte de vendeur. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, là, Ouais. aujourd'hui, mais
mais je pense qu'il faut aborder les questions de facturation et de paiement Ouais. enfin, la facturation et le paiement sont des problématiques liées mais différentes. Donc, on peut aussi Oui. avoir des Ouais. modèles de marketplace et donc d'agents transparents Hmm. où l'opérateur décide de proposer des services de recouvrement pour le compte de son vendeur. Ça existe aussi. Voilà. Donc, mais effectivement, le modèle de One Creditor va probablement, on va dire, faciliter ce service. Je sais pas si Marc, vous... un grand merci pour tous ces éclairages. Je pense qu'il y a potentiellement une deuxième session qu'on pourrait faire pour vraiment approfondir ces questions de One Creditor, White Label Invoicing qu'on a commencé à effleurer et comment finalement tu peux décorréler la partie facturation de la partie paiement et voir comment tout ça s'imbrique. Marc, c'était vraiment fascinant d'avoir tous ces insights sur les places de marché B2B qui sont un animal en croissance et ô combien fascinant. Donc Marc, un grand merci pour ta présence et tous tes éclairages aujourd'hui. Écoute, Louis, un immense merci de m'avoir convié à ce podcast. C'était un plaisir. Toujours très heureux d'échanger avec toi. Merci beaucoup Marc et bonne rentrée à tous.